Derrière le micro pour cet autre balado des décrypteurs, Alexis Delancer en compagnie de mes chers collègues complices acolytes. Et la liste est longue. Marie-Pierre, salut. Salut. Nicolas, bonjour. Bonjour. Parlons du menu du jour, Marie-Pierre. Oui, je vais vous raconter certaines interactions assez surréalistes que j'ai eues dernièrement avec mon ami ChatGPT. Ton ami, hein? Mm-hmm. On verra pour combien de temps. Nicolas. De l'humanité. Oui, moi, je vais parler de détection de fausses critiques sur le web et juste d'expérience de magasinage en ligne quand on veut naviguer ces critiques-là qu'on voit. Très bon. Des conseils qui vont être utiles par les temps qui courent. Évidemment, on va glisser un mot sur ce qui se passe entre Israël et le Hamas dans la foulée de ce conflit. Beaucoup de désinformation, beaucoup de pièges. Les plus perspicaces auront remarqué l'absence de Jeff. Le bon Jeff. On lui a accordé un petit repos mérité, mais... Très bien mérité, mais on va essayer Il y a un vide. Il y a un vide. Il y a se rendre au travers, malgré... C'est un philosophe de la désinfo, Jeff. Hein, T'aimes et ça du le web. dire, hein? J'aime ça le dire, mais je veux le dire publiquement. Il faut le déclarer à tous. C'est un vrai philosophe et on aime ça entendre ces analogies. Aujourd'hui, on les aura pas, mais on va passer à travers quand même. Il y a un brin de bromance derrière ça aussi, il faut le dire. Clairement. Clairement, mais pensez-vous qu'il est capable de décrocher, Jeff, quand il est en vacances? Tu sais, sa dose de dystopie, là. Ben, il a dit qu'il nous Non. écouterait. Honnêtement, il m'a juste envoyé une coupe de tweets cette semaine. Fait qu'il y a une nette réduction par rapport à d'habitude. Inséparable, Nicolas et Jeff, malgré les kilomètres qui les séparent. Allons-y, donc, en commençant d'entrée de jeu. Je pense qu'il faut commencer par ça. Ouais. On l'avait vécu avec l'Ukraine, le conflit en Ukraine. Très rapidement, on avait vu la désinformation qui s'est installée. Au-delà de la propagande, hein, on dit toujours que la vérité est la première victime d'un conflit. À ça s'ajoute ce que nous amènent les réseaux sociaux en matière d'information trompeuse. Là, avec la Palestine et le Hamas, en quelques jours à peine, on a assisté à un déluge, à une déferlante. Et vous avez constaté pas mal de choses dans ce sens-là. Là. Ben c'est, mon Dieu, comment résumer ça? C'est du gros n'importe quoi. Hein? Ouais. Puis c'est vrai quand on dit que l'information est la première victime, je sais pas. Là, il y a quand même des gens qui doivent bien se sûr, mettre bien à sûr. l'abri des vraies bombes. Là, mais bon, ne serait-ce que... Je sais pas si on peut dire ça, mais nous, on a le devoir d'essayer de se mettre à l'abri des fausses informations Exact. aussi. Là. Et c'est difficile de savoir comment faire ça parce que, mon Dieu, par où commencer? C'est difficile à décrire c'est quoi l'ambiance sur les réseaux sociaux cette semaine, mais j'ai l'impression que tu ouvres TikTok, Twitter aussi, là, c'est mes deux réseaux de choix, je dirais, mais sur les deux, c'est vraiment une déferlante infinie de vidéos, de photos. Il n'y a pas vraiment de contexte à ce qu'on voit dans bien des cas. On voit de la destruction, on voit de la violence, on voit des images saisissantes, choquantes. Et l'affaire, c'est que justement, il y a énormément de vraies images qui circulent. Donc, il ne manque pas de vraies images de l'horreur qui se déroulent là-bas présentement. Mais malgré tout, ce qu'on voit, c'est beaucoup d'images recyclées des dernières années à Gaza. Sorties de leur contexte. On peut voir même des images parfois de la Russie qui bombarde l'Ukraine. On dit que ça vient de la guerre actuelle. Donc, on ne sait pas trop où se retrouver. Et c'est pour ça que je pense que, tu sais, au décrypteur, on a souvent fait de la vérification de faits, du fact-checking. On va dire, telle vidéo, c'est faux, voici pourquoi. Dans ce cas-ci, je me questionne sur... L'utilité de faire ça? C'est presque contre-productif à un moment donné de prendre cette vidéo-là, puis voici, non, c'était en 2019. Il y en a tellement d'autres à côté. C'est ça, c'est aussi la quantité. On ne va pas se mettre à fact-checker cette surabondance d'informations trompeuses. Là. C'est ça. Il y a beaucoup d'exemples qu'on a vus ces derniers jours. Il y a des cas où... Parce que, tu sais, le mot désinformation est large. La désinformation, il y a de la mésinformation. Désinformation, c'est vraiment dans le but de tromper quelqu'un. De façon délibérée. Qu'on diffuse ça de façon délibérée. Voilà. La mésinformation, c'est peut-être quelqu'un qui va partager de la désinformation sans trop savoir, ou bien quelqu'un qui dit quelque chose qu'il croit est vrai, qui ne l'est pas. Puis dans ce cas-ci, il y a un peu de tout, hein? Il y a un peu de tout, mais il y a aussi des trolls. Il y a aussi des trolls, mais tu sais, de mettre des images en ligne qui sont choquantes, ça peut tout simplement mousser des abonnements à des comptes. Il n'y a pas toujours des intentions politiques derrière ça. Et on a aussi beaucoup entendu parler de Twitter cette semaine, le fait que maintenant, on en a parlé aussi la semaine dernière au podcast, mais le fait que les crochets bleus sont mis de l'avant, peuvent faire de l'argent si leurs publications obtiennent plus d'interactions, ça incite des gens à peut-être mettre en ligne des vidéos choquantes, sachant probablement qu'elles sont fausses, mais simplement pour
faire de l'argent finalement. Oui, puis moi, ce qui me choque dans tout ça, c'est que cette surabondance de désinfos masque une partie d'informations réelles qui circulent, qui sont utiles pour des journalistes, notamment ceux qui travaillent à partir d'open source, de données ouvertes pour comprendre le contexte d'un conflit, pour expliquer des choses bien précises. Je lève mon chapeau d'ailleurs à l'équipe de Vrai ou Faux en France, Julien Pain et toute son équipe là, qui ont pu reconstituer, grâce à des images qui circulent sur les réseaux sociaux, l'attaque qui a eu lieu dans ce rave là, près de la frontière avec Gaza, où des centaines d'Israéliens ont été brutalement, sauvagement tués. Alors, ça, c'est possible, ce genre de choses-là, mais de moins en moins, parce que les crochets bleus prennent plus de place, parce qu'il y a une surabondance et que ces journalistes-là, et on en fait partie, ont plus de la difficulté à faire ce travail crucial, essentiel pour comprendre un conflit. Il n'y a pas si longtemps, un crochet bleu, c'était quand même peut-être pas un gage de crédibilité, mais il y avait quand même une valeur, ce crochet-là. Là, maintenant qu'il suffit de payer pour l'obtenir, ça devient très difficile sur Twitter, sur X, de trouver de l'information. C'était ça qui rendait cet outil-là tellement précieux, c'est qu'on avait des sources sur le terrain qui vivaient en direct et qui partageaient ce qui se passe. Donc, mais là, c'est plus ça du tout. On a du mal à les trouver, les sources crédibles. Et les plateformes ont du mal aussi à faire du ménage là-dedans. C'est important de le rappeler. X, sous Elon Musk, a sabordé son équipe en charge de monitorer ce type de contenu et ça donne ce que ça donne. Puis Telegram, on n'en parle même pas. Je veux dire, il n'y a pas de modération auprès. C'est pour ça que même le Hamas parvient à, si on veut, distiller ses contenus à travers ces plateformes-là de toutes sortes de façons. Je pense que l'important dans tout ça, c'est juste de rappeler peut-être la base aux auditeurs, de dire, vas-y, Nicolas. Juste de prendre un pas de recul avant de partager quelque chose si vous ne savez pas si c'est vrai ou pas. De vérifier la source qui émet cette information-là. Est-ce que c'est une source crédible? Est-ce que c'est un média? Est-ce que c'est quelqu'un qui est sur le terrain? Est-ce que c'est un militant? C'est quoi l'historique de ce compte-là? À quel point le compte est vieux ou pas? Vérifier d'autres sources, voir s'il y a des médias fiables qui corroborent ça. C'est sûr que ça vient nous chercher par les émotions. Là. C'est un conflit qui dure depuis longtemps. Là. Donc, il y a des gens... Particulièrement lorsque notre indignation est titiller, là, le prendre ce pas de recul-là. Puis si on n'a pas le temps, les énergies de faire la vérification minimale qui s'imposerait, ben, peut-être que le conseil, là, en lettres majuscules, ce serait dans le doute, juste s'abstenir, ne pas partager si on n'a pas des éléments qui portent à croire qu'il y a quelque chose de pertinent dans le fait de propager cette indignation. C'est sûr, certain. Pas donner trop d'oxygène à ce type de contenu-là. Puis évidemment, on sera là, les décrypteurs, semaine après semaine, tout au long de ce conflit, pour vous accompagner là-dedans, pour vous aider à y voir un peu plus clair, dans la mesure de nos moyens, en toute humilité. Je mentionnerais juste quelques ressources en vérification de faits, peut-être liées à ce conflit-là. Il y a Reuters qui a une page, qui a plusieurs vérifications de faits par rapport aux vidéos qui circulent le plus. Associated Press aussi. Et il y a un journaliste de la BBC qu'on aime bien, on décrypte. Cheyenne? Oui, Cheyenne, je vais essayer de bien dire son nom de famille. OK, je vais pas essayer là. Chardarizadeh. Voilà, Cheyenne Chardarizadeh de la BBC. C'est son compte Twitter, c'est Cheyenne86, donc SHAYAN86. Et lui, tous les jours, il fait des fils Twitter où est-ce qu'il résume toutes les fausses informations les plus populaires de la journée. Donc, vous pouvez aller voir son compte, c'est très informatif. Oui, un travail de veille qui est crucial par les temps qui courent. On va fermer cette parenthèse-là, qu'on rouvrira dans d'autres épisodes, peut-être des prochaines semaines, de notre balado. Marie-Pierre, parlons de ton ami ChatGPT. On a observé l'évolution de ta relation avec ChatGPT. Des fois, Nicolas, Jeff et moi, on s'en parlait. As-tu vu, Marie-Pierre? Oui, hein? C'est parce qu'on a un compte commun. Hein? C'est ça, on voit tes activités. Il y a des rapprochements. Oui. Donc, écoutez, je ne sais même pas si c'est rassurant ou inquiétant ce que je vais raconter ici. Un peu des deux? Rassurant, très certainement, dans le sens où, si on craint que ChatGPT nous remplace tous, là, vraiment rien à craindre pour le moment. On le sait que ça va vite, puis peut-être que je dirai complètement autre chose dans quelques mois. T'es enregistré, là. Le côté inquiétant, vous allez comprendre assez vite, ça commence de façon terriblement banale. Là. J'étais trop paresseuse pour faire un calcul mental très ordinaire pour une chronique radio. Là. Il fallait que je calcule le débit des chutes du Niagara.
Mais ça, je l'avais, l'information, le débit, mais on aime ça quand c'est imagé, les gros chiffres. Donc, il fallait que je convertisse ça en piscine olympique. Ça représente combien de piscines olympiques qui s'écoulent chaque minute des chutes du Niagara? Moi, je ne saurais pas par où commencer. Là. Tu sais, c'est pas si compliqué. Là. Calcule le volume de la piscine c'est olympique, compliqué pour moi, convertis ça de mètres cubes en litres, puis c'est des mathématiques de base. Fait que là, mais justement, j'ai un outil, je vais l'utiliser. Fait que je lui demande à combien de piscines olympiques équivaut mon débit je me souviens plus du chiffre exact, là, c'était des milliards, parce que c'était beaucoup d'eau. Et là, il me calcule ça, il prend même la peine de détailler sa démarche, il mesure la longueur de la piscine, la largeur, la profondeur, ça fait... Bon, tout ça, là, il me l'exhibe fièrement, il est content là, de me montrer comment il est arrivé à son résultat. Là, je me dis... rigueur, je vais quand même vérifier. Et puis là, c'est dommage parce que cette conversation-là, j'ai pas gardé de traces. Je savais pas que ça deviendrait un segment de podcast, mais l'intelligence artificielle n'a pas été capable de faire une banale multiplication, là. C'est à l'étape de la multiplication qu'il se trompe, là. Genre... elle a calculé que 50 mètres fois 25 mètres fois 2,5 mètres, ça me donnait quelque chose comme 6000 quelques mètres cubes, alors qu'on parle plutôt de 3125 mètres cubes. Grosse erreur quand même, ChatGPT. Ma calculatrice solaire de 1986 était plus fiable que ça. Là. Donc, là, j'étais plutôt échaudée. Moi, j'imagine la scène. Là. Parles-tu à ton ordinateur? Je le chicane. Tu le chicanes. Je me fâche. T'es-tu poli avec... Est-ce que tu dis-tu s'il te plaît, bonjour, des choses comme ça? Au début, oui, c'était tout un bonjour. Pourrais-tu... J'espère que tu vas bien aujourd'hui. Quasiment. Là, c'est un petit peu plus j'aurais besoin de... Oui. En claquant des doigts. Là, c'est moins personnalisé. Mais quand il se trompe comme ça, oui, je me sens... il faut que je dise que ça... Mais attendez la suite, là. Okay, pour des informations plus factuelles, là, je me suis dit, il n'y a pas de calcul, ça devrait aller. Et puis, j'avais besoin d'inspiration. Je lui ai demandé de me suggérer quelques questions amusantes qui mettaient en lumière des informations peu connues liées au prix Nobel. Il fallait que j'élabore un quiz autour de ça. Bon. Le amusante et le peu connu n'a pas été du tout respecté. Là. C'était assez plate, merci. Qu'est-ce qu'il a compris? Ce qu'il me suggérait. Mais peu importe, parmi la dizaine de questions poches qu'il m'a proposées, il y en a une qui avait du potentiel. T'sais. Il me suggère de faire une question. Quel lauréat du prix Nobel a envoyé sa médaille dans l'espace? Avec 3 choix de réponse. Là, je fais, c'est intéressant ça. T'sais, je ne savais même pas qu'il y avait une médaille de Nobel qui avait voyagé dans l'espace. Et là, il me donne la réponse, John C. Mather. Là, évidemment, je m'en vais vérifier, je vais en savoir plus sur lui. Et là, je trouve un article du Musée national de l'air et de l'espace Smithsonian, comme quoi une réplique, pas la vraie médaille, mais une réplique en bronze de la médaille de John C. Mather exposée au musée, a bel et bien effectué un bref séjour à bord de la Station spatiale internationale. Donc, est-ce que c'est de ça que ChatGPT parlait? Je lui demande, j'ai gardé l'intégrale de notre conversation, tu dis que John C. Mather a envoyé sa médaille dans l'espace. D'où tiens-tu cette information? Quelles sont tes sources, ChatGPT? Le chat me répond, je m'excuse, c'était une erreur de ma part. Bon. Puis là, un gros laïus sur qui était ce lauréat de prix Nobel-là. Cependant, l'astronaute américain John M. Lange avait pris la médaille du prix Nobel de la paix 1994 de Yitzhak Rabin avec lui à bord de la navette spatiale Discovery en 1988, bien avant que Rabin ne reçoive le prix. Je m'excuse pour la confusion et je vous remercie de m'avoir corrigé. Hey. Puis existe-tu, lui? Ben là, Oui, John Rabin, M. Lange aurait apporté la médaille du prix Nobel de la paix de Yitzhak Rabin avec lui à bord de Discovery avant que la médaille soit gagnée. Il y a comme une petite incohérence. Non, ça marche pas. Là, on retourne ça au magasin. Là. Je fais une petite recherche. Je lui ai dit, puis-je te demander si tu es bien certain de cette affirmation? Je reste polie quand même. Je m'excuse, j'ai commis une erreur dans ma réponse précédente. Bon, je regrette l'erreur et vous remercie de m'avoir corrigé. Puis là, on dirait que je peux pas m'arrêter. Là. Ça commence à être trop intéressant. Je lui demande, est-ce qu'une médaille de prix Nobel a déjà voyagé dans l'espace ou est-ce que c'était une pure invention de ta part les 2 fois? Je commence à être un peu passive-agressive ici.
Et là, il m'a dit, en fait, une médaille du prix Nobel a vraiment voyagé dans l'espace. Ce n'était pas celle de John C. Mather ou Itzhak Rabin, mais celle d'André Geim. Et là, il me part encore une fois OK, avec... fait que c'est une succession de Non, c'est ça. n'importe Puis quoi. là, c'est rendu que cette médaille-là voyageait à bord de la Station spatiale Non, non. internationale. En tout cas, avec des noms. Là, je dis ça non plus, ça semble pas vrai. Pourquoi inventes-tu des informations comme ça? Puis là, il s'excuse. Vous avez raison. Il semble que je me sois trompée. Il se confond en excuses. Puis là, il finit par me dire, pour répondre à votre question initiale, à ma connaissance, aucune médaille du prix Nobel n'a été envoyée dans l'espace. Bon, ça a été long. Mais quand même, c'est quelque chose, non? Ouais. Je veux dire, j'ai l'impression d'avoir devant moi là, un enfant qui veut tellement te plaire à tout Puis il prix est prêt à dire n'importe quoi. que, tu sais, jamais on est dans la nuance, dans je ne suis Et pas... ça c'est un produit. Tu sais, le PDG de OpenAI, Sam Altman, il est comme, je peux pas dormir le soir parce que je pense aux robots là, qui vont tu sais, nous take over. Comme, arrête-moi ça. Là. Tu sais, le plus que tu joues avec cette affaire-là, le plus que tu réalises qu'il y a énormément de limites et qu'on peut pas s'y fier du tout. Du tout. Puis tu as eu le bon réflexe de vérifier. Mais après, on se dit, OK, ça va aider des gens dans leur job, ça va pouvoir remplacer des jobs. Mais là, il faut tout vérifier. Donc, dans le fond, est-ce qu'on sauve tant de temps que ça à s'en servir? Réellement, c'est quoi l'utilité si on a des mauvaises informations, si il faut tout vérifier? Ça fait juste ouvrir la porte à des gens qui tournent des coins ronds, à mon avis. Il y a des utilités, c'est sûr. Mais si on veut être sérieux, là, on peut pas s'en servir. Peux-tu répéter ça? Il y a des utilités. Si on veut être Si on veut être sérieux, on peut pas se servir de ça. Mais puis apparemment, c'est pas seulement là, une petite anecdote personnelle ou Non, une non, non, impression. non, Là, c'est je me ça. suis renseignée, puis on aurait tendance à penser que l'intelligence artificielle se perfectionne au fil du temps, mais il semble qu'elle devienne de moins en moins fiable. En tout cas, il y a des chercheurs des universités Stanford et Berkeley qui ont vraiment conclu là, dans un article sur le sujet que les performances de ChatGPT en lien avec 4 tâches précises s'étaient dégradées entre mars et juin 2023. On parle de la résolution de problèmes mathématiques, de la réponse à des questions sensibles, génération de code, raisonnement visuel. Et là, il y avait un article qui était assez aride, merci, et que j'ai pas envie de nous résumer ici. Donc, ce que j'ai fait, j'ai demandé à ChatGPT lui-même de me résumer pour qu'un enfant de 10 ans comprenne ce qui pourrait expliquer la diminution de ses performances selon les chercheurs. Puis là, je l'ai trouvé quand même assez bon là-dessus. Il me répond, d'accord, imagine que tu as un ami qui est vraiment bon en dessin. Ça, c'est lui. Au début, il regarde beaucoup de beaux dessins faits par d'autres personnes pour apprendre et s'améliorer. Mais ensuite, au lieu de continuer à apprendre des autres, il commence juste à regarder ses propres dessins tout le temps. Avec le temps, sans nouvelles idées ou techniques des autres, ses dessins commencent à être moins bons qu'avant. C'est un peu ce qui se passe avec ChatGPT. Puis là, il est là-bas, puis je l'ai quand même trouvé intéressant là-dessus. Finalement? Oui. Mais OK. il y a des scénarios... il y a des scénarios spéculatifs comme quoi que l'Internet va tellement être rempli de choses générées par IA qu'il va finir par s'entraîner sur ses propres informations. Puis on a vu un peu le début de ça récemment avec des résultats Google. Tu sais, tu as la boîte d'informations quand tu fais une recherche sur Google qui te donne un peu la meilleure réponse à ta question. Il y a eu des questions factuelles qui ont été remplacées par des réponses générées par ChatGPT. Qui était fautive. Parce que Quora, le fameux site où est-ce qu'on peut poser des questions sur Internet, maintenant avait une fonctionnalité chatbot. C'est que c'est généré par des algorithmes d'OpenAI. Tu sais. Fait que cette réponse-là apparaissait par défaut dans la boîte d'informations de Google. Ça a été réparé depuis, mais il y a effectivement ce scénario-là de ChatGPT qui regarde toujours ses propres dessins. Là. Et tout ça devient un gros vase communicant et qui entraîne dans le lot donc des informations comme ça trompeuses générées par l'intelligence artificielle générative. Quel contraste aussi avec l'emballement médiatique autour de ça. Tu sais. Bref, ça c'est une autre histoire. Hey, vous avez remarqué que j'ai commis un impair. J'ai oublié ma tasse des décrypteurs. Alexis! Pour ceux qui nous écoutent et ne nous regardent pas. Tu l'as encore? Je l'ai encore. En quelque part dans la tour, là, entre un studio puis un autre, vous me pardonnez, hein? C'est correct. Semi. J'ai même pas remarqué. T'as pas remarqué? Bon, écoute. Poursuivons après ce détail futile, Nicolas, avec des informations beaucoup moins futiles.
Parce que de plus en plus, il y a des outils qui se développent, qui nous aident dans notre navigation sur le net, comme on le disait jadis. Partons de la base. Hein. Quand on veut acheter quelque chose, je parlais aujourd'hui d'Amazon. Je suis désolé pour ceux et celles qui nous écoutent, qui sont contre Amazon, qui boycottent Amazon. Je comprends tout à fait votre position. Vous avez raison. Mais je vais quand même en parler parce que tout le monde est là-dessus, puis tout le monde achète des choses là-dessus. Tu sais, quand tu essaies de lire des critiques pour des produits sur Amazon, chaque produit a peut-être 4 étoiles et demie. Ça a l'air pas pire. C'est des 1 étoile. Des vraies critiques? Ben, on le sait pas, hein? On est là-dessus, on est perdu, on sait pas trop quoi faire. Donc, il y a FakeSpot. C'est un outil qui existe depuis 2016 qui est propulsé par l'intelligence artificielle. Donc, sa description, il dit qu'il utilise un système sophistiqué d'IA et d'apprentissage automatique pour détecter des motifs et des similitudes entre les critiques afin de signaler celles qui sont les plus susceptibles d'être trompeuses. Donc, ils veulent nous guider à travers ce lot de fausses critiques-là. Ça fonctionne seulement avec quelques plateformes, dont Amazon, Best Buy, eBay, Sephora, Walmart et Shopify. Des grosses plateformes. Aux États-Unis. Ouais. Au Canada, c'est pas mal juste Amazon, Sephora et Shopify, mais quand même, Shopify gère beaucoup de magasins en ligne. Et cette compagnie-là a été achetée par Mozilla l'an dernier. Mozilla qui est bien sûr l'OBNL derrière Firefox. Et maintenant, ils veulent intégrer FakeSpot à tous les navigateurs Firefox par défaut. On peut déjà télécharger une extension. Et ce que ça fait, c'est que quand on est sur Amazon, par exemple, le produit qu'on regarde, il va déjà avoir une cote de FakeSpot. Donc, une cote de A, B, C, D ou F qui dit à quel point les critiques sur ce produit-là sont fiables. Sur le site en général, pas en pointant une critique précise. Par rapport au vendeur du produit. Okay. Donc, sur le produit, il y aura une cote et ça reflète à quel point ce vendeur-là a des critiques qui sont fiables ou pas. Et si y a une grande disparité entre le nombre de vraies et fausses critiques, il va même te présenter une cote ajustée du produit. Donc, on voit que c'est 4 étoiles et demie, mais dans les faits, ce serait 3 étoiles si on enlevait toutes les fausses critiques. Comme quoi l'intelligence artificielle apporte aussi des outils, nous amène aussi des outils intéressants comme ça. Exact. Puis c'est drôle parce que je trouve que c'est très emblématique de l'IA elle-même parce que tu vois, c'est une utilisation très intéressante de l'IA, tout ça. Mais une fois qu'on commence à jouer avec, on voit que c'est utile parfois, mais d'autres fois, on est un peu plus perdu qu'autre chose. Mais c'est parce que j'ai plein de questions. Là, ouais, parce que quand je magasine en ligne, moi, je suis à la recherche de l'optimal. Magasines-tu beaucoup en ligne? C'est Télétoute. Je ne fais que ça. J'aime pas aller dans les magasins en personne. C'est extrêmement désagréable. Donc, la vaste majorité de mes achats, je les fais en ligne. Et que ce soit pour acheter, là, je sais pas... Donne-nous un exemple. Je sais pas, une tôle à biscuits, là. Je vais rechercher le summum de la tôle à biscuits, là. Je suis déjà rentrée dans Google, le best... Best tôle à biscuits. Best tôle à biscuits. N'importe quoi. Tu sais, les recherches Google là, de best... toutes sortes d'affaires, je les ai toutes faites. Là. Donc, bref, si je fais une recherche Google sur Best Patente, cet outil-là ne peut pas m'aider. Il faut que je sois déjà rendu sur un site. C'est ça, on n'est pas encore rendu là de ce que je vois. J'imagine que ça va peut-être se développer de plus en plus au fil du temps. Je ne sais pas si c'est parce que peut-être ça fonctionne avec les infrastructures de ces sites-là, s'il leur permet d'avoir accès à tout de manière publique. Mais peut-être ça va s'améliorer pour être dans Google. Là, présentement, c'est juste sur des plateformes spécifiques. Donc, au Canada, ce qui fonctionne, c'est Sephora, parce que leur site canadien est comme dérivé de leur site américain. C'est un magasin de quoi, non? Maquillage, c'est pour ça que je connais pas ça. Cheveux. Extrêmement populaire quand même. Oui. Sephora, Shopify, donc il y a beaucoup de boutiques en ligne Shopify qu'on rencontre en naviguant sur le web. Puis bien sûr, Amazon. Donc c'est quand même... il y a beaucoup d'achats qui se font là-dessus. Fait que oui, sur Amazon, peut-être tu peux te fier aux critiques sur Amazon pour un produit, peut-être l'acheter ailleurs par la suite. Là. Mais là, c'est ça. Là où je dis que ça devient un peu confus, c'est que quand on clique sur une fiche de produit, on a comme une espèce de fiche de FakeSpot qui nous explique comme... C'est quoi l'état des critiques sur ce produit-là, finalement. Puis là, ça va nous dire... on a vu qu'il y a beaucoup de fausses critiques sur ce produit-là. Peut-être 60% d'entre elles sont authentiques. Fait que là, tu fais OK. Mais encore, ça te dit pas lesquelles sont vraies, lesquelles sont fausses. C'est juste une proportion, un pourcentage et point à la ligne. Des fois, comme je te dis, des fois, tu as une cote ajustée, mais des fois, tu n'en as pas. Fait que tu fais juste être plus confus finalement qu'au départ. Fait que c'est cool, mais ça fait quand même depuis 7 ans que cet outil-là existe, puis il est encore
pas mal imparfait, je Peut-être que dirais. le fait là. que ça a été racheté par Mozilla va peut-être stimuler la recherche-développement, je ne sais pas, le raffinement de ce produit-là. Ben, ça fera pas de mal. Puis je veux dire, c'est une bonne Ouais. chose juste qu'on ait déjà un outil supplémentaire pour nous aider à naviguer ça. Parce qu'il y a Absolument. tellement de fausses critiques sur le web. Il y avait récemment même des histoires qui étaient sorties comme quoi que, il y avait des médias qui avaient qui avaient été payés par des studios pour que leurs critiques soient positives, que le score augmente sur Rotten Tomatoes. Ouais. Fait qu'il y a toutes sortes de pièges justement avec ça. Oui. Fait qu'au moins, ça peut nous aider un peu à nous retrouver. Là. Mais là, cette extension-là Ouais. peut uniquement repérer des critiques qui sont générées. Tu sais, exemple, là, un influenceur qui publierait une longue critique de à quel point tel produit est extraordinaire parce qu'il en a reçu plein puis qu'il y a un partenariat avec ça. Ça, il y a aucunement... ça ne fait pas partie de la fonctionnalité de cet outil-là. Non. Je veux dire, peut-être qu'il y a la capacité de, si tu lui donnes un texte d'une critique, il peut peut-être voir, il peut déceler peut-être certaines tendances qu'on voit dans des critiques qui sont fausses, des choses comme ça. Mais non, là, c'est vraiment intégré dans ces plateformes spécifiques-là. Puis ça nous dit pas exactement, comme je dis, quelles critiques sont fausses et tout ça. Mais ce que ça peut faire, tu sais, comme c'est des algorithmes, j'imagine, assez avancés, ça peut voir, mettons, chaque personne qui va laisser une critique sur ce produit-là, à quel point le compte est vieux, de quoi ont l'air ces autres critiques, c'est quoi les formulations, est-ce que c'est toujours la même chose qui revient. Fait que c'est quand même, j'imagine, c'est quand même assez avancé, puis c'est quand même relativement fiable. Là. Mais bon, ça reste assez opaque. Mais aussi, on aura le temps d'en parler dans d'autres épisodes du balado. Moi, j'aime beaucoup cette idée d'avoir des ajouts dans la barre de connexion, comme ça, des plugins. J'oublie le mot en français soudainement. Des extensions. Des Des extensions, merci, qui nous aident dans nos navigations, dans la mesure de la fiabilité des sites qu'on consulte. Et là, dans un autre registre, on en a parlé à l'émission déjà, il y a NewsGuard qui existe. NewsGuard qui fait la même chose, le même travail de tri ou de, si on veut, de notes finalement entre sites très fiables, moins fiables, un peu moins fiables. C'est payant pour l'instant, mais sachez que ça existe, puis on vous reviendra avec d'autres outils comme ça au cours de la saison. Ça peut être gratuit. Ça peut être gratuit désormais? Si on s'en sert sur le navigateur Microsoft Edge. C'est vrai. Donc, qui est un navigateur dérivé. C'est un peu la suite d'Explorer. C'est ça. Sauf que c'est dérivé de Chrome. Donc, c'est bâti avec Chromium. Fait que c'est très semblable à Chrome si vous en servez. Et NewsGuard sur Edge est gratuit pour une raison X. Et je le rappelle, il s'agit ici de NewsGuard, en ce qui concerne NewsGuard, d'un outil qui nous aide à départager les sites de nouvelles qui sont fiables, des sites de nouvelles qui sont moins fiables. Alors voilà pour ça. On se dirige tranquillement vers le crépuscule de cet épisode. La bonne nouvelle, c'est qu'on vient. La bonne nouvelle, c'est que Jeff sera de retour la semaine prochaine. On l'attend avec impatience. Peut-être un peu bronzé. Penses-tu? Je sais pas. Je pense que oui. Les paris sont ouverts. Je rappelle que c'est important de vous abonner à nos contenus, la petite clochette, tous les autres outils qui existent. Allez-y, abonnez-vous. Faites-nous part aussi de vos commentaires, vos questions, vos suggestions. On est preneurs autant pour l'émission des décrypteurs que pour le balado des décrypteurs. Alors, décrypteur commercial radio-canada.ca, la meilleure façon de nous joindre. Marie-Pierre Nicolas, salut. Salut. À tout de suite. On va manger? Ouais. On a le temps? On verra. On va le prendre. OK. Ciao.